Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Laurent Champanet, directeur général de Art et Métiers. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci de prendre ce temps pour échanger avec moi aujourd'hui. Est-ce que Laurent, tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste être directeur général chez Art et Métiers? Donc Arts et Métiers, on appelle statutairement l'École nationale supérieure d'arts et métiers. C'est une école d'ingénieurs, une grande école. C'est la plus grosse école d'ingénieurs de France par le nombre de diplômés par an. 2000 diplômés par an, dont 1500 sont des ingénieurs. Voilà, donc ça fait une grosse machine qui a plusieurs sites en France, hein. Il y a 8 gros campus et puis il y a 12 sites au total en France. Et donc, mon activité de directeur général, c'est de piloter l'ensemble des opérations de formation, mais aussi de recherche et d'innovation pour cette école qui a près de 250 ans d'histoire, qui a été créée pour accompagner l'industrie dans le passage de sa première révolution industrielle, c'est-à-dire la mécanisation de l'industrie, et qui a toujours travaillé pour fournir l'industrie en compétences, en recherche, en innovation, et qui l'a toujours accompagné dans le passage de toutes ces révolutions importantes. En ce moment, qui essaye de continuer à accompagner l'industrie sur le virage. Alors, on ne sait plus trop s'il faut dire la quatrième, la cinquième ou plus révolution industrielle, mais en particulier les sujets de digitalisation et les sujets d'impact environnemental de l'industrie. Et du coup, on peut dire que votre école est la principale pourvoyeur d'ingénieurs pour l'industrie en France? Bon, il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui envoient des ingénieurs dans l'industrie, surtout que nous, on essaye de donner au terme industrie une vision la plus large possible. On est une école généraliste qui est basée dans les compétences de ses enseignants, de ses laboratoires, sur des champs d'ingénierie un peu basiques, l'ingénierie mécanique, l'ingénierie électrique, l'organisation industrielle, mais qui fournit des ingénieurs qui vont travailler dans une très très large gamme de métiers et d'entreprises. On a l'habitude d'utiliser, pour ne pas restreindre le terme d'industrie à la notion d'usine, on a l'habitude de dire que l'industrie est une organisation qui répond d'abord aux besoins de la société en fournissant des biens et des services avec un débit maîtrisé et surtout une qualité maîtrisée. C'est-à-dire pour pouvoir dire que l'hôpital, c'est aussi l'industrie qui fournit des services en continu avec bien évidemment une qualité extrêmement maîtrisée. Mais la culture, c'est aussi une industrie. Et donc, on a des élèves qui vont travailler dans une très large gamme d'entreprises, y compris des entreprises issues de métiers plus artisanaux, mais qui s'industrialisent parce qu'ils s'organisent pour avoir une production plus régulière et une qualité mieux maîtrisée. Je pense en particulier à toute l'industrie du luxe qui produit beaucoup en France. J'allais te poser la question, est-ce qu'il y a une industrie en particulière où tes élèves se dirigent, ou est-ce que c'est vraiment réparti sur vraiment un grand nombre, et est-ce que c'est plutôt vers des grands groupes ou des ETI, PME? Alors, c'est vraiment très large. Aujourd'hui, quand même, l'employeur principal, c'est le secteur des transports, tout type de transport confondu. Vient ensuite l'industrie, production et transport d'énergie. Et puis ensuite, beaucoup le BTP, parce que le BTP s'industrialise de plus en plus. C'est-à-dire qu'on préfabrique beaucoup et on met de plus en plus d'organisations industrielles dans la gestion du BTP. Et puis après, derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, les entreprises du luxe. Et puis avec une montée très forte en ce moment de tout ce qui est conseil à l'industrie. Et en particulier dans le champ de la RSE. C'est des entreprises de toute taille. Historiquement, c'était surtout des grands groupes. Mais aujourd'hui, on voit une baisse de l'orientation vers les grands groupes au profit des entreprises les plus petites. Et est-ce qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui se lancent dans l'entrepreneuriat dès la sortie de l'école? Oui, on les accompagne pour ça. Alors nous, on a un incubateur et puis on est sur d'autres sites. On a un incubateur à Paris et sur d'autres sites, on est partenaire d'incubateur. On essaye d'accompagner surtout des jeunes qui s'orientent dans la création d'entreprises qui sont basées sur des produits ou des solutions ou des services pour l'industrie. On reviendra plus en détail tout à l'heure sur ta vision de l'enseignement, des tendances que tu as pu observer sur l'évolution des jeunes par rapport au secteur industriel. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est parler un peu de toi, Laurent, c'est comprendre d'où tu viens, comment tu es arrivé à devenir directeur général d'Art et Métiers. J'aime bien raconter que
quand j'étais au collège, j'étais un élève plutôt moyen, qui était pas forcément intéressé par grand-chose. Mes parents ont réfléchi à m'orienter vers une filière professionnelle. Je me suis finalement orienté vers des études techniques au lycée. Et là, j'ai découvert le travail de la matière, j'ai découvert l'acier, le métal, l'usinage, la fonderie. Et c'est vraiment des choses qui m'ont passionné, qui m'ont donné le goût pour les études, le goût pour les sciences. Et donc après, j'ai fait une classe préparatoire qu'on appelle physique-technologie aujourd'hui. Et j'ai intégré l'école normale supérieure de Cachan, qui s'appelle l'école normale supérieure de Paris-Saclay maintenant, pour devenir enseignant. Et j'ai fait toute ma carrière dans le monde de l'enseignement, comme enseignant, puis enseignant-chercheur, responsable de formation, responsable de parcours, directeur de département d'enseignement. Et puis après un séjour d'un an en Californie, où j'ai enseigné à l'université de Californie à Los Angeles, j'ai pris la décision de m'orienter plutôt vers les activités de pilotage et de direction des formations. Je suis devenu après directeur général adjoint en charge des formations d'arts et métiers. Et puis, j'en ai pris la direction générale il y a 6 ans maintenant. Quand tu as commencé l'enseignement, déjà, est-ce que tu as toujours voulu être enseignant et est-ce que ça a toujours été tourné vers le secteur industriel? C'est venu quand j'étais en classe préparatoire, que les choses se sont mis à m'intéresser. J'aimais bien expliquer les choses, j'aimais bien faire comprendre. Il est clair que ma rencontre avec la matière, avec les activités industrielles, les activités d'usinage, de mise en forme, m'ont donné une attirance forte pour l'industrie. J'ai fait un doctorat à l'école normale supérieure Paris-Saclay, qui était plutôt dans le champ de la simulation numérique, mais toujours très près d'applications industrielles, donc qui était assez connecté avec des besoins industriels dans l'aéronautique pour ce qui concernait ma thèse de doctorat, mais voilà, qui restait toujours connecté, et les problématiques industrielles sont toujours restées dans mon centre d'intérêt. Est-ce que tu as vu une évolution entre le moment où tu étais jeune étudiant, doctorant, puis enseignant-chercheur et maintenant directeur général d'arts et métiers concernant la vision qu'on a sur l'industrie en France? Je pense que quand j'étais étudiant, il y avait vraiment une très mauvaise image de l'industrie. Et je suis toujours resté proche des arts et métiers. Je travaillais avec des enseignants-chercheurs qui étaient aux arts et métiers. Je voyais que cette école qui a toujours cherché à coller à l'industrie avait un déficit d'image aussi, qui était le déficit d'image de l'industrie. Une absence totale de cette industrie dans les médias. Voilà, il y a toutes sortes de films, de séries dans les médias. Quand est-ce qu'on voit des choses qui se passent dans l'industrie, qui se passent dans une usine? C'est uniquement quand on parle de grève, quand on parle de mouvements sociaux. Et là, on nous montre des activités extrêmement vieillottes, des machines sales, des gens pas heureux de travailler dans leur domaine, quoi. Voilà. Toute ma carrière professionnelle, j'ai toujours été entouré par ça, en me désespérant de voir que je travaillais avec des gens qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient dans leurs entreprises industrielles, et il n'y avait jamais aucun éclairage de ce qu'ils faisaient. Et j'ai parlé tout à l'heure de ce passage que j'ai fait en Californie, et là j'ai découvert à la télé des séries américaines qui parlaient d'activités industrielles, où on voyait vraiment des gens, des gens comme toi et moi, tu vois, des gens assez basiques, des femmes, des hommes, qui travaillaient dans l'industrie, qui travaillaient dans le BTP, et qui, c'est peut-être bête à dire, on va dire qu'ils sauvaient le monde à leur échelle, c'est-à-dire qu'il y avait un besoin, il fallait construire un pont qui allait aider les gens des alentours à pas faire un grand détour, et ces gens-là, ils réalisaient le pont, et c'était une aventure. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'en Amérique du Nord, on arrive à montrer cette industrie qui vient en aide à la société, et qu'en France, on reste dans cette image ancienne, à la Zola, en fait, de l'industrie, de ces usines, à ne pas en parler, presque à la cacher. Voilà. Et je pense que cette expérience, cette rencontre avec la culture américaine de la glorification de l'industrie m'a un peu transformé et m'a poussé à m'impliquer, en fait, en revenant en France. Est-ce qu'on peut dire que tu t'es rendu compte que la communication en fait était hyper importante? Ben oui, parce que il est clair que maintenant, quand je regarde les jeunes qui arrivent dans une école comme Arts et Métiers, on a besoin,
pour former des ingénieurs de base scientifique forte. Donc on est quand même sur des étudiants qui, pour une très très grande majorité d'entre eux, ont fait des études très scientifiques. Ils ne sont jamais allés dans une entreprise industrielle. Ils ont fait un stage de 5 jours en troisième. C'est pas facile pour une entreprise qui fait de la production dans lequel il y a un certain nombre de règles de sécurité, de prendre un jeune comme ça pendant 5 jours. Donc, c'est des jeunes qui n'ont jamais visité une usine, qui n'ont jamais vu d'opération industrielle de près. Et donc, je me suis dit, mais si ils n'ont pas l'occasion d'être confrontés à cette réalité, si on ne leur montre pas dans les médias, comment est-ce qu'ils peuvent se projeter dans un avenir, dans une entreprise industrielle? C'est un petit peu ce qui m'a frappé et ce qui m'a décidé de m'impliquer autour de la communication sur l'industrie, parce qu'il y a vraiment une problématique, alors que très clairement, en discutant avec ces jeunes, et en particulier ceux qui vont travailler dans des entreprises industrielles, ceux qui vont travailler en production, ceux qui vont sur le terrain, il y a toujours dans leur retour beaucoup de respect pour leur entreprise, pour les gens qui y travaillent, et puis ce côté aventure permanente, c'est-à-dire que on a du mal à s'en rendre compte, mais quel que soit ce qu'on produit, réussir à produire en continu et avec une qualité maîtrisée un produit, en maîtrisant l'arrivée des matières premières, l'arrivée des pièces détachées, en ayant des machines qui peuvent tomber en panne, avec des personnels qui peuvent être malades, qui peuvent être en grève, c'est vraiment extrêmement compliqué et c'est une aventure de tous les jours. Et donc, je vois des jeunes qui, tombés dans cette aventure-là, sont passionnés et en redemandent. Et je me dis que on parle beaucoup aujourd'hui de la quête de sens auprès des jeunes qui vivent beaucoup dans le monde virtuel. On a là, pour moi, un domaine d'action pour un jeune ingénieur, mais c'est aussi valable pour des métiers avec un niveau de formation un peu plus faible. On a vraiment un domaine d'intervention qui est passionnant. Je posais la question lorsque je t'écoutais là, tu disais que vos étudiants, c'était des étudiants qui avaient déjà des bases scientifiques assez fortes. C'est sans doute donc des très bons étudiants qui ont sans doute fait des classes préparatoires pour la plupart. Est-ce que ça veut dire que du coup vous êtes en concurrence avec d'autres écoles aussi prestigieuses? Et si oui, comment vous faites pour vous démarquer et pour attirer les étudiants les plus talentueux pour vous rejoindre, afin qu'à la sortie, vous pouviez proposer ces étudiants aux entreprises industrielles françaises qui en ont le plus besoin pour développer leur activité, pour innover, etc. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, ce serait toujours concernant ces étudiants qui arrivent à Arrêt Métier, est-ce qu'il y a un profil type d'étudiants qui rejoignent Arrêt Métier? Alors oui, on est clairement en concurrence dans les concours de classes préparatoires. Alors nous, on recrute plutôt sur des classes préparatoires tournées sciences de l'ingénieur technologie, sur des parcours de type IUT ou des parcours plus technologiques. Voilà, IUT, des gens qui ont fait un BTS plus une classe préparatoire ATS après, ou des gens qui ont fait un bachelor en technologie. On recrute quand même sur une filière qui d'ailleurs est en difficulté, enfin qui est en manque d'attractivité en ce moment, hein, mais une filière qui est plutôt technologique, et on ne recrute pas dans les gros flux de classes préparatoires très scientifiques, hein, sur les filières maths physique ou physique chimie. Là, sur ces filières-là, on recrute extrêmement peu, c'est quelques pourcents de nos étudiants. Donc, on est quand même en soutien et en aspirateur de la filière technologique, qui est en souffrance en France, parce que pour les mêmes problèmes d'attractivité qu'à celle de l'industrie. Et le profil, en fait, ce qu'on cherche, comme je l'ai dit, nous vraiment, l'ingénieur qu'on veut former, c'est l'ingénieur qui est sur le terrain. Et le terrain peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, peut être très très vaste, hein. Ça peut effectivement être une usine, mais ça peut aussi être un hôpital. Ça peut être autre chose, hein. J'ai souvenir d'un étudiant, hein, qui est ingénieur dans le champ des décors de spectacle pour l'opéra, hein. Donc ça peut être relativement vaste. Mais voilà, il y a des besoins techniques et il y a des besoins de production. Il faut tous les jours assurer un spectacle de grande qualité. Et c'est vraiment des gens qui sont sur le terrain, qui ont des qualités de leader, parce que les organisations industrielles, il faut les faire bouger, et particulièrement en ce moment, quand on commence à parler de digitalisation et quand on commence à parler d'évolution
de l'impact environnemental des activités industrielles, et les gens qui ont des connaissances techniques, des connaissances d'organisation industrielle pour effectivement maîtriser tous ces processus industriels comme je l'ai dit tout à l'heure, d'alimentation en matières premières, ce collectif humain qui doit travailler ensemble avec des contraintes relativement fortes, et puis toutes les contraintes techniques qui peuvent apparaître. Est-ce que tu as vu une évolution dans les... Tu parlais de l'industrie 4.0, 5.0, enfin après, on ne sait jamais quel chiffre on peut mettre maintenant, mais est-ce que tu as vu une évolution de la demande des futurs employeurs des étudiants sur les profils que vous devriez former? Est-ce que vous avez une relation directe avec un certain nombre d'industriels qui vous disent, ah bah tiens, nous, on voit ces tendances-là émerger chez nous, on aimerait que vos étudiants soient formés à tel ou tel sujet ou telle technologie? On a une très très grande proximité avec des entreprises industrielles. Alors en particulier via nos activités de recherche, on fait beaucoup de recherche en partenariat avec des entreprises. On a une bonne vision de la demande. Alors oui, comme tu l'as dit, la demande c'est beaucoup tourné vers le digital, mais pas forcément sur des nouvelles compétences de nos ingénieurs dans le champ de la programmation, dans le champ de l'intelligence artificielle. Il y a des demandes de ce type-là, mais on sent vraiment que aujourd'hui, ce qu'on attend d'un ingénieur, en particulier d'un ingénieur à un métier, c'est de maîtriser la qualité des données. C'est-à-dire que, alors oui, des gens qui manipulent des données dans tous les sens pour essayer de leur faire dire quelque chose, pour en faire une aide à la décision, il y en a beaucoup. C'est pas ceux qu'on forme chez nous. Mais prendre des décisions à partir de données qui n'ont pas de sens, ça sert pas à grand-chose. Et donc, nous, ce qu'on cherche à travailler, c'est d'avoir confronté nos étudiants à la réalité, hein, à la réalité de la physique, à la réalité de la technologie. Donc, on les forme sur des équipements industriels réels, hein, à échelle 1. Dans chacun de nos sites, on a des ateliers de production. Parce qu'on veut, dans le champ du digital, on veut former des ingénieurs qui maîtrisent la qualité des données parce qu'ils connaissent la réalité industrielle qu'elle représente. Et ça, aujourd'hui, on sent que c'est quelque chose qui a de la valeur, et peut-être plus de valeur que de maîtriser des algorithmes qui manipulent de la donnée sans qu'on connaisse la qualité des données. Et puis, bien évidemment, ce qui monte en puissance aujourd'hui, hein, c'est les questions d'impact environnemental. La connaissance de l'urgence écologique, je veux dire, ils l'ont, hein. Je sens que ce que les entreprises attendent d'eux, c'est un certain pragmatisme, c'est-à-dire d'arriver à se positionner, à être en capacité de faire changer les choses, sans doute pas brutalement, mais quand même rapidement, c'est-à-dire d'impulser cette urgence de transformation dans l'entreprise, de prendre en main des sujets nouveaux, hein, des sujets, des technologies nouvelles qui n'étaient pas forcément habituelles dans une entreprise, mais tout en gardant en tête que oui, il faut faire des transformations, mais il faut quand même aussi assurer l'activité de production. Il faut garder la qualité parce que il y a derrière cette activité de production, il y a des emplois, et puis cette activité de production, elle existe parce qu'il y a des besoins. C'est un petit point que j'ai oublié de dire tout à l'heure, hein. Cette jeunesse qu'on a aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui pensent que l'industrie égale capitalisme. Moi, j'aime bien rappeler que si l'industrie existe, c'est parce que on est très nombreux sur cette planète et qu'il faut nourrir, loger, soigner, déplacer tout le monde, quoi. Et donc, il faut fournir des services au plus grand nombre. Donc, je sens que voilà, les attentes des industriels, c'est des jeunes qui sont capables d'embarquer le collectif dans des transformations, mais avec pragmatisme. Du côté des jeunes, est-ce que tu as vu une évolution récente ou moins récente sur leur regard vers l'industrie? Est-ce que vous avez plus de facilité, entre guillemets, à recruter des bons profils maintenant qu'il y a quelques années, du fait que l'industrie est revenue un peu à la mode? Je ne vois pas forcément d'évolution, surtout pas d'évolution du côté de l'orientation des jeunes femmes vers nos formations. Voilà, une école comme la mienne, hein, ça fait 10 ans qu'on plafonne à 18% d'étudiantes dans nos formations d'ingénieurs. Et selon toi, c'est dû à quoi? Parce que la communication est faite dans ce sens-là quand même. On essaie de pousser entre guillemets au maximum les jeunes femmes dans les filières technologiques et ingénieurs. Donc, est-ce qu'il y a, pour toi, il y a des raisons qu'on peut toucher du doigt sur pourquoi on n'arrive pas à augmenter ce chiffre? Alors pour moi, il y a vraiment une problématique de projection.
Alors même si effectivement, alors il y a de la communication, il y a beaucoup de matériel de communication qui est produit, hein, je pense que ce podcast en est un exemple. Est-ce que ça vient jusqu'aux jeunes? C'est-à-dire, est-ce que ça vraiment diffuse dans la culture populaire? Moi, ce que je vois, c'est que les jeunes qui nous arrivent, alors comme je l'ai dit, ils ont pas de connaissance des milieux industriels, bon, c'est pas forcément extrêmement grave, mais souvent, c'est des jeunes qui bricolent pas forcément, qui ont pas forcément l'habitude de faire des choses avec leurs mains, et on sent vraiment que dans la formation, depuis le collège, on va dire, il y a beaucoup, beaucoup d'activités, alors manuelles entre guillemets, mais d'activités où on se confronte à la matière, où on se confronte au réel, qui ont disparu. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me manque aujourd'hui. J'ai pris mon exemple tout à l'heure, j'ai parlé de mon parcours et de ce qui m'avait amené à m'intéresser aux sciences, aux technologies, à l'industrie. Je pense que c'est toujours la même chose. On a un manque de confrontation au concret, au réel, dès le collège, qui empêche des jeunes de se projeter dans quelque chose de différent du monde dans lequel ils vivent, qui est surtout un monde de digital, quoi. Donc, il me semble que c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui et qui fait que des étudiants qui vont arriver chez nous, vous savez, l'orientation vers des écoles d'ingénieurs via des concours de classe préparatoire. Alors, il y a à la fois des jeunes qui ont des envies extrêmement claires et qui s'orientent vers des écoles dont ils savent qu'elles pourront leur apporter ce qu'ils attendent. Mais il y a aussi des gens qui se laissent un petit peu porter par les concours, par les classements. Je prends la meilleure école à laquelle je peux accéder, meilleure au sens d'un classement que je me suis fait ou qu'on m'a fait, qui découvrent en fait l'école à la fin. Et on voit en fait des profils de jeunes qui sont pas forcément particulièrement intéressés par les activités pratiques, par les activités industrielles de production, et qui vont du coup plutôt s'orienter vers des métiers dans lesquels on reste un petit peu en retrait, des métiers de conseil sur lesquels on n'est pas forcément sur le terrain, on est en appui, on a découvert dans l'école, on a une connaissance théorique des milieux industriels et on l'utilise dans le conseil. Et nous, on chercherait à revenir vers des étudiants qui ont plus d'appétence pour le pratique, pour le concret, pour avoir encore plus de profils qui vont vraiment aller transformer l'industrie sur le terrain. J'avais aussi une question qui m'est venue à l'esprit tout à l'heure quand on discutait de ton séjour en Californie. C'était est-ce que chez Arrêt Métier, il y a une part d'international? Est-ce que vous avez des étudiants qui viennent de l'étranger et est-ce que vos étudiants aussi sont amenés à faire des cursus à l'étranger ou à rapidement partir à l'étranger après leur étude? Alors oui, alors ça de toute façon c'est une obligation pour délivrer un diplôme d'ingénieur. Il faut avoir un certain temps passé à l'étranger. Aujourd'hui, on va vers 6 mois d'exposition à l'international. Ça peut être un semestre passé à l'international. Il y en a qui vont passer 1 an. Il y en a qui vont faire des doubles diplômes qui vont les amener à rester 1 an et demi ou 2 ans à l'international. Il y en a même qui vont réussir à faire 2 séjours différents dans 2 pays différents. Donc on a une offre assez importante de partenariats académiques internationaux pour organiser cette mobilité. Et puis, il y a aussi de plus en plus de gens qui font des stages dans le cadre de leur mobilité à l'international. Et puis, on reçoit effectivement des étudiants internationaux. Alors, les flux de mobilité, ils sont assez déséquilibrés. C'est sûr que nous, nos étudiants, ils ont tendance à, lorsqu'ils quittent la France, à privilégier l'Amérique du Nord ou l'Europe du Nord. On arrive à avoir des flux assez équilibrés sur l'Amérique du Sud, hein, donc avoir des échanges assez équilibrés entre sortants et entrants. On arrivait avant la crise Covid à avoir des flux assez équilibrés sur l'Asie. Par contre, c'est sûr que sur l'Afrique, on est plutôt sur des flux entrants. Voilà. Et ce qui est assez particulier de constater, hein, c'est qu'on parlait des jeunes femmes tout à l'heure. Hein, on constate que quand on reçoit des étudiants issus de pays en voie de développement, il y a beaucoup, beaucoup plus de filles. Les pays d'Afrique du Nord, d'Afrique en général, et y compris en Amérique du Sud et dans certains pays d'Asie du Sud-Est, parce qu'effectivement, pour les filles, elles voient dans la formation d'ingénieur une formation à haute valeur ajoutée qui va pouvoir leur donner du pouvoir d'achat, de l'autonomie, quoi.
Voilà. Et c'est vrai que c'est assez surprenant de voir ça. Et effectivement, tu parlais du Maroc. Hein, il y a eu quelques articles dans la presse où effectivement, il y a quasiment 50% de filles dans les études d'ingénieur au Maroc. Ben, c'est surprenant de voir cette différence et cette vision du métier d'ingénieur et de l'autonomie personnelle qu'il amène, assez différente entre un pays comme le Maroc et un pays comme la France. Ouais, peut-être qu'il y a aussi comme tu disais, des biais culturels, c'est intéressant à comprendre, peut-être pour nous aussi nous permettre de progresser à ce niveau-là. On a à apprendre de tout le monde, comme on dit. J'avais une question aussi, du coup, toujours liée à cette thématique sur l'internationalisation, les étudiants étrangers ou tes étudiants qui partent à l'étranger. Est-ce qu'en termes de, alors je sais pas si on peut dire niveau, est-ce qu'on peut dire que du coup l'enseignement français, le niveau des ingénieurs français est plus ou moins égal à ce qui se fait partout ailleurs dans les principaux pays industriels? C'est moins bien, c'est meilleur? Est-ce qu'on a une idée un peu tangible du niveau des ingénieurs français quand ils sortent de l'école et qui vont travailler dans des grands groupes français ou internationaux? Ouais, moi je trouve que nos étudiants, et on a des retours hein, d'entreprises, bon, voilà, une très grande entreprise internationale que j'ai pas le droit de citer, hein, son patron nous disait, les Français représentent quand même 50% de l'effectif de R&D de mon entreprise à l'international. Alors pourquoi? C'est vrai qu'on a quand même une formation scientifique qui, dès le lycée, hein, est vraiment basée sur une réflexion profonde sur les problématiques et sur l'usage des outils mathématiques, des outils de modélisation physique, qui est assez différente. Moi, quand j'étais aux États-Unis, j'observais que la formation, elle était très basée sur l'apprentissage des outils, et y compris des outils mathématiques et physiques, hein, par l'usage. Voilà tel outil, voilà comment on l'utilise, utilisez beaucoup, vous saurez l'utiliser. Nous, en France, on est plus dans la réflexion autour des fondements de tel outil mathématique, de telle ou telle modélisation, plus que par l'usage. Et du coup, ça génère quand même chez nos élèves ingénieurs une capacité de réflexion, une capacité d'abstraction qui est quand même extrêmement reconnue dans le champ de la R&D. Ça fait des excellents PhD en Amérique du Nord. Donc, il y a quand même cette reconnaissance-là. Après, on voit sur les élèves issus d'autres pays, sans doute un côté beaucoup plus terre à terre, voilà, beaucoup plus opérationnel sur le terrain, des gens qui ont voilà, peut-être se posent un peu moins de questions. Donc, c'est pas mal dans une école comme la nôtre d'avoir tout ce mélange. Mais voilà, je pense qu'effectivement, hein, il faut pas se voiler la face. Les élèves qui arrivent jusqu'aux arts et métiers, ils ont quand même été dans un processus de sélection un petit peu permanent hein, par l'excellence académique. Donc oui, ce sont des excellents étudiants. Mais je trouve qu'en France, il manque quand même une filière de formation reconnue qui soit plus basée sur voilà l'apprentissage des outils par l'usage, par quelque chose de moins de type excellence et plus de type opérationnel. Et est-ce que c'était pas le rôle des filières technologiques à la base de faire ça? Exactement, c'est ça, mais voilà, le processus de sélection au collège, comme je disais tout à l'heure, l'absence de confrontation au concret, à la matière réelle au collège, bride un petit peu cette orientation, et malheureusement, ça reste encore, les filières technologiques restent encore des filières d'orientation par défaut. Ouais, c'est un peu le problème français, quoi. C'est que les parents ont tendance à envoyer leurs enfants vers les mathématiques tout de suite. Mais voilà, je me fais pas toujours des amis quand je dis ça, mais moi je considère que on peut apprendre les maths par l'usage. Enfin, c'est ce que j'ai constaté aux États-Unis, et c'est adapté à un certain public. Et quand on fait au lycée, dans une filière générale ou dans une filière technologique, quand on fait des sciences de l'ingénieur, quand on fait de la physique, quand on fait des manipulations, quand on se confronte au réel, on apprend des outils mathématiques par l'usage. Alors, on connaît peut-être pas bien leurs fondements, on n'est peut-être pas capable d'avoir une réflexion profonde dedans, mais on utilise quand même des outils mathématiques et on a un certain niveau en mathématiques. Je trouve que c'est un modèle de formation qui n'est pas assez mis en valeur par rapport à une formation d'excellence en mathématiques, qui porte ses fruits, comme je l'ai dit. Hein, c'est-à-dire qu'on a des ingénieurs de grandes écoles qui sont extrêmement bons. La filière mathématique universitaire française, elle est excellente. Hein. L'université Paris-Saclay, elle est première au classement de Shanghai en maths. Hein. C'est pas un hasard. Hein. C'est parce qu'on a des excellentes formations d'excellence. Mais à côté de ça,
on valorise pas assez des formations un peu plus pragmatiques, mais qui pourraient fournir à un niveau Bac plus 3 ou un niveau Bac plus 5 des excellents candidats pour l'industrie, justement. En parlant de candidats, Laurent, on arrive au terme de notre discussion, mais la dernière question que je voulais te poser, c'était si tu avais en face de toi un jeune étudiant là, qui était en train de finir sa classe préparatoire d'ingénieur ou qui était en filière technologique de la l'IUT et qui se posait des questions sur est-ce que je pourrais rejoindre l'arrêt métier, qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre de rejoindre l'arrêt métier ou de s'intéresser à l'industrie en général? Je lui dirais, je vais revenir sur cette notion d'aventure. Aujourd'hui, l'industrie est là pour répondre aux besoins de la société et à tout le monde dans la société. Donc, effectivement, le jeune auquel je risque de m'adresser, ça risque d'être plutôt quelqu'un d'un peu privilégié, alors pas forcément financièrement, mais à minima de quelqu'un de bien accompagné par ses parents. Il faut qu'il ait conscience que autour de lui, il y a beaucoup de jeunes en France et partout dans le monde dont l'urgence de tous les jours, c'est de manger, c'est de se loger. L'industrie, elle est là pour répondre aux besoins de ce plus grand nombre. Les métiers de l'industrie, c'est des métiers qui sont passionnants, qui ont un sens énorme, parce que le sens, c'est de répondre rapidement aux besoins extrêmement nombreux de la société. C'est des métiers qui sont exigeants, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, produire tous les jours des biens ou des services avec un débit et une qualité maîtrisée, c'est extrêmement compliqué. Et transformer cette industrie pour qu'elle continue à répondre aux besoins de la société tout en étant respectueuse de l'environnement, c'est une aventure. C'est peut-être la dernière aventure humaine en dehors de l'aventure spatiale. Hein. Pour un jeune qui a envie de changer les choses, qui a envie de changer le monde, il faut qu'il vienne travailler dans l'industrie parce que c'est là qu'il pourra avoir le plus d'impact et le plus de motivation personnelle et le plus de sens donné à sa vie. Merci beaucoup Laurent pour ce message hyper inspirant. J'espère que ça aura mis un peu la lumière sur l'arrêt métier, sur votre très belle école, en espérant qu'il y ait de plus en plus de super étudiants qui vous rejoignent dans les prochaines années pour faire rayonner l'industrie française. Mais merci Xavier, on attend que ça. Hein. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi!